de l'État français et de la justice par rapport à ces djihadistes, mais on n'a pas peur d'eux parce qu'ils sont dangereux, on aurait peur de les juger. C'est-à-dire que ce qui me frappe beaucoup, c'est le contexte. Ils rentrent, déjà, on est étonné qu'ils rentrent. Qu'après tout, des gens qui sont allés faire la guerre contre nos soldats, normalement, on se demande pourquoi ils rentrent. Bon, déjà, ils rentrent. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on les met en prison? Est-ce que c'est des ennemis? Est-ce que c'est des gens qu'on doit soigner? On sent un grand désarroi, en vérité, des autorités et de la France face à ces ennemis de l'intérieur qu'on ne veut pas reconnaître comme des ennemis. Votre thèse, c'est que on n'a pas envie d'être en guerre. On dit qu'on l'est, mais on préfère être du côté des victimes, ou bien des victimes des attentats, ou bien de ces radicalisés qui en fait seraient presque des malades et donc en quelque sorte des victimes aussi. Vous savez, j'étais pas le premier à le dire. Aujourd'hui, c'est le culte de la victime. Ça fait des années que c'est comme ça. Tout le monde veut être victime. On veut être tous victimes et personne ne veut être bourreau. Personne ne veut être un héros. Exactement, parce que personne ne veut être bourreau. Parce qu'on a transformé tous les héros en bourreaux. C'est tout le travail, mais on ne va pas revenir sur cette discussion depuis des années. Et donc, si tout le monde est victime, évidemment, même les djihadistes sont victimes. Même Abdelkader Mera est victime. Même la mère de Mera est victime. Tout le monde est victime. Même Mera, à la limite, est victime. Il a certes massacré des enfants parce qu'ils étaient juifs ou des soldats français parce qu'ils étaient musulmans, mais lui aussi c'est une victime de sa condition, de son origine, de ses discriminations, etc. Vous voyez, c'est un contexte général et qui nous saute au visage aujourd'hui et on ne sait pas quoi faire de toutes ces victimes qui n'en sont pas. Alors vous connaissez cette thèse qui était notamment développée par Éric Dupond-Moretti, l'avocat d'Abdelkader Mera, disant mais nous devons respecter toutes les règles de droit, c'est l'honneur de la démocratie. Alors voilà, c'est la grande discussion de fond. En vérité, Dupond-Moretti aura au moins eu cette utilité, c'est de poser le problème de fond. C'est-à-dire, est-ce que nous considérons ces gens-là comme des délinquants normaux à qui on doit appliquer les règles de droit normales d'un état de droit avec toutes les protections que prévoit notre droit, ou est-ce que nous considérons que ce sont des ennemis et qu'on est en guerre avec eux et qu'on doit leur appliquer un régime de belligérants et donc aucunement de délinquants. Vous voyez, c'est toute la distinction. Et Dupond-Moretti et les autres, il n'est pas tout seul à dire ça, nous disent plus, ils nous disent en fait, toute la stratégie de Daesh et de ces djihadistes, c'est de nous obliger... Je n'y crois pas du tout. Alors, pardonnez-moi, je pense que c'est une dialectique que j'appellerais transférée. C'est-à-dire que c'est la dialectique, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de l'extrême gauche des années 70. Vous savez, la bande Abadère, les Brigades Rouges, Action Directe, vous vous souvenez de tous ces gens qui disaient, en fait, la démocratie est le faux-nez du régime totalitaire du capitalisme, et donc, en faisant des attentats, nous allons montrer que, comme ils vont nous traiter mal, en fait, c'est vraiment un pouvoir tyrannique et totalitaire. C'est une dialectique marxiste. C'est une dialectique complètement désuète. C'est pas la dialectique des djihadistes. Les djihadistes, eux, ils sont beaucoup plus simples. Ils tuent pour tuer, ils tuent pour effrayer et pour affaiblir et pour montrer la faiblesse de l'ennemi. Alors, dans ce cas-là, soit on montre qu'on est faible, c'est exactement ce qu'ils attendent, contrairement à ce que nous disent nos subtiles exégèses du droit, ou alors, c'est ce qu'on fait, on continue à montrer notre faiblesse en respectant scrupuleusement nos principes de droit et même, je dirais, en respectant nos valeurs d'une civilisation douce, féminine, qui a tout à fait sa grandeur en temps de paix, mais qui en temps de guerre montre une faiblesse coupable. Merci Éric Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Cette semaine, vous vous intéressez à la pénurie de beurre dans les magasins d'alimentation. C'est donc vous qui faites les courses à la maison? Bon, ça m'arrive, bon, enfin pas souvent, faut être honnête, mais c'est surtout que je lis partout qu'il y a une pénurie de beurre, etc. Et donc je me suis demandé pourquoi, et j'ai creusé un peu cette question, et je me suis rendu compte qu'en fait, cette pénurie de beurre était une sorte de parabole de l'époque dans laquelle on vivait. Pourquoi? Parce que, au départ, il y a un problème conjoncturel, qui est en même temps un problème structurel, puisque, vous savez, on a vécu, quand on était jeunes, vous et moi, sous le régime de la PAC.
c'est-à-dire la politique agricole commune. Et l'Europe, depuis quelques années, ça fait maintenant longtemps, on a eu assez de garantir les prix, les quantités. Vous vous souvenez des grandes discussions sur les frigidaires pleins et puis les montagnes de beurre, etc. Mais il n'y a plus de montagnes de beurre. Pourquoi il n'y a plus de montagnes de beurre? Parce qu'on ne garantit plus les prix aux agriculteurs. On les a lâchés dans le marché mondial et vive la concurrence. Donc ça, c'est une première raison. Alors évidemment, il y a moins de fermes, moins d'exploitations agricoles, donc moins de lait, donc moins de beurre. Oui, mais en même temps, on dit qu'il y a pénurie parce que les Chinois veulent maintenant du beurre et ça fait monter les prix. Tant mieux. Ça, c'est la deuxième raison. Tant mieux pour les paysans. Mais bien sûr, sauf qu'ils n'en profitent pas. Je vais vous dire pourquoi. Les Chinois veulent du beurre. Et ils veulent du vrai beurre, pas avec du lait pourri, frelaté, etc. Donc on leur achète, donc ils nous achètent notre beurre. Voilà, du bon beurre. Il n'y a pas que les Chinois. Il y a aussi les Américains et les Américains du Sud. Moi, quand j'étais allé au Mexique il y a 20 ans, ils avaient une margarine infâme. Aujourd'hui, eux aussi, ils veulent du vrai beurre, donc du bon beurre. Donc vous avez tout à fait raison. Nos grands groupes, parce qu'on a des grands groupes, on a 5 grands groupes, Danone, Lactalis, enfin Bell, etc. Ils sont très compétitifs et ils vendent notre beurre. Donc vous allez me dire, ça c'est bon pour les agriculteurs. Pas du tout. Parce que les agriculteurs, eux, ils doivent vendre soit aux industriels qui leur serrent le kiki pour avoir des prix le plus bas possible, pour avoir des marges les plus importantes, soit ils vendent aux grands distributeurs. Et la grande distribution, elle fait la même chose. Et les industriels qui vendent à la grande distribution française, ils en ont marre de la grande distribution parce qu'elle leur donne des prix ridicules. Parce que eux, la grande distribution, fait des marges énormes. Et évidemment, ne veut pas augmenter les prix. Donc, votre thèse, c'est que la grande distribution se venge. Non, c'est les industriels qui se vengent de la grande distribution en disant puisque vous ne nous achetez pas notre beurre assez cher, comme maintenant les Chinois nous l'achètent, et ben tant pis pour vous. Vous avez tout compris. Et donc, il n'y a plus de beurre en France. Et comment on sort de ce problème? Ah bah voilà une bonne question. On a un double problème. On a le problème de tout le monde, c'est-à-dire la mondialisation, la concurrence, pas de protectionnisme, donc on ne protège pas nos produits, mais on peut aussi acheter aux autres et on peut vendre, etc. Oui, avec les avantages et les inconvénients du libre-échange. Mais on s'est rajouté, comme d'habitude, un deuxième problème qui est la grande distribution. Il n'y a qu'en France où il y a une grande distribution aussi puissante et qui impose ses règles et qui fait la pluie et le beau temps. Il n'y a qu'en France. Et le problème, c'est la grande distribution. Vous l'aimez pas, la grande distribution, quand même, hein? Écoutez, je vais vous dire la vérité. D'abord, c'est un problème esthétique. Ils ont massacré tous les abords de toutes les villes de France que j'ai visitées en tant que journaliste politique pendant des années. Et à chaque fois que je rentrais dans une ville, c'était hideux, les grandes surfaces à l'entrée des villes. Et en plus, ils tuaient le centre-ville. Oui, mais ils ont permis aux consommateurs d'acheter moins cher. Mais à quel prix, mon cher? Parce que justement, vous voyez, l'avenir, vous savez ce que c'est? C'est le beurre normal pour les Chinois. Je fais vite et je caricature exprès. Et pour les Français, il va rester le beurre bio, c'est ce que toutes les études disent. Alors là, il faut acheter du beurre bio, mais là, c'est plus cher, beaucoup plus cher. Donc, on retrouve l'histoire du prix. Et en plus, c'est uniquement réservé à une catégorie de gens qui ont les moyens. Donc, entre les deux, le consommateur lambda, il n'a plus de beurre, ou alors il doit l'acheter beaucoup plus cher qu'avant. Donc, le piège se referme. Il y a eu une parenthèse enchantée pour reprendre une image pour mai 68. Françoise Giroud. Là, voilà, il y a une parenthèse enchantée où la grande distribution, effectivement, a semblé répondre aux besoins des gens. Vous voyez, ils achetaient beaucoup et pas cher. En fait, ce dont on ne se rendait pas compte, c'est que c'était au prix de délocalisation industrielle et agricole, donc de perte d'emploi. Le consommateur coûtait de l'emploi, en vérité. Et deuxièmement, il achetait un produit de plus en plus médiocre. Donc le résultat, aujourd'hui, c'est la fin de ce système-là. Merci Éric Zemmour. On retrouve votre chronique dans le Figaro. 8h20, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Alors une violente querelle autour de l'affaire Ramadan. Le patron de Mediapart, Edoui Plenel, dénonce une guerre menée aux musulmans par Charlie Hebdo. Et ce alors que l'éditorialiste de Charlie accuse Edoui Plenel lui-même de les condamner à mort une deuxième fois. On croyait que tous ces gens étaient de gauche. C'est la guerre. La guerre des mots, la guerre des dessins, la guerre des caricatures et des petites phrases. La guerre des deux gauches. Deux gauches irréconciliables avaient prophétisé avec raison Manuel Valls. La guerre de Charlie contre Mediapart, de Plenel contre Riss, mais aussi de Valls contre Plenel, de Mélenchon contre Valls. Une guerre qui, comme toutes les guerres, monte vite aux extrêmes. On se traite d'islamophobes et d'antisémites, d'islamo-gauchistes et de complices de l'extrême droite israélienne. Au-delà de la personnalité controversée de Tariq Ramadan, c'est l'islam qui est le cœur de l'affrontement.
Pour la gauche multiculturaliste, les musulmans sont des victimes éternelles. Pour la gauche laïcarde, l'islam fondamentaliste et salafiste est une idéologie totalitaire. Cet affrontement est monté lentement en puissance. En 2010 déjà, le NPA trotskiste de Besancenot avait éclaté sur le cas d'une candidature voilée. Quand Ilan Halimi est torturé parce qu'il est juif, quand Mohamed Merah massacre des enfants dans une école juive de Toulouse, la gauche à la pleine aile ne bouge pas un cil. Pas de manif pour ces rois de la manif. Après les attentats de 2015, leur cri est d'abord et avant tout pas d'amalgame. Les deux camps se disent laïcs, mais pour les uns, la laïcité est seulement la liberté religieuse, tandis que pour les autres, elle est neutralité de l'espace public. Les partisans du multiculturalisme à la pleine aile veulent avant tout protéger l'islam de la France. La gauche, à la Charlie, veut avant tout protéger la France de l'islam. Pour les premiers, la valeur suprême, c'est la paix. Pour les seconds, c'est la liberté. Mais cette bataille à gauche, selon vous, est inédite ? Ah non, c'est même une grande tradition à gauche et depuis un siècle. Les prétextes changent, mais c'est toujours finalement la même querelle. Elle sépare aujourd'hui les vieux complices que furent Charlie ou Mediapart, ou même Valls et Mélenchon. Mais déjà, avant la guerre de 14, Charles Péguy et Jean Jaurès, eux aussi amis, se sont étripés au sujet de l'Allemagne. Jaurès défendait la paix à tout prix. Péguy acceptait la guerre pour sauver la liberté de la nation. Péguy ira jusqu'à menacer son ancien ami de la charrette des condamnés à mort de la terreur révolutionnaire. Et dans les années 30, tout recommence. La gauche se déchire entre munichois et anti-munichois. On retrouvera les mêmes sous l'occupation. La gauche pacifiste préfère une paix allemande plutôt que de connaître à nouveau la boucherie de 14. Laval est de gauche, Déa est de gauche, Doriot est de gauche, et tant d'autres. Dans les années 50, c'est l'Algérie qui divise. Ceux qui veulent défendre l'intégrité de la nation et ceux qui plaident pour l'indépendance. Encore la guerre ou la paix. Déjà en arrière-plan.